Les couples modernes échouent tous parce qu'ils sont construits sur un mensonge fondamental. L'idée que l'amour suffit, que si vous vous aimez assez fort, vous surmonterez tout, que les sentiments sont une fondation sur laquelle bâtir une vie. Je suis femme claire, et je vais te dire pourquoi cette croyance garantit l'effondrement. L'amour n'a jamais suffi. Il ne suffira jamais. Parce que l'amour, tel que la modernité le conçoit, n'est qu'une émotion volatile, un état neurochimique temporaire que tu as élevé au rang de principe organisateur de ta vie. Tu as pris la chose la moins stable qui existe, un sentiment, et tu as décidé d'en faire le ciment d'une structure qui est censée durer des décennies. C'est de l'architecture suicidaire. Regarde autour de toi. Les statistiques ne mentent pas. Plus de la moitié des mariages se terminent en divorce. Et parmi ceux qui restent mariés, combien sont réellement heureux? Combien ne sont que des colocataires qui partagent un nom de famille par commodité ou par peur de l'inconnu? La majorité des couples modernes sont déjà morts. Ils continuent simplement à bouger par inertie, comme des cadavres animés qui ne réalisent pas encore qu'ils ne respirent plus. Et tous, absolument tous, sont tombés dans le même piège. Ils ont cru que leurs sentiments étaient suffisants. Ils ont confondu l'intensité initiale avec la durabilité. Ils ont pris l'ivresse chimique des premiers mois pour une prophétie sur les 30 années à venir. Parlons de ce qui se passe réellement dans la formation d'un couple moderne. Deux personnes se rencontrent. Elles ressentent de l'attraction. Cette attraction déclenche une cascade de neurotransmetteurs, dopamine, ocytocine, sérotonine, qui créent une euphorie temporaire. Elles interprètent dans cette euphorie comme de l'amour. Elles se disent qu'elles sont faites l'une pour l'autre, que c'est spécial, que c'est différent de toutes les autres relations qu'elles ont connues. Et sur la base de cette intoxication biochimique, elles prennent des décisions permanentes. Elles emménagent ensemble. Elles se marient, elles font des enfants. Tout cela pendant que leur cerveau est sous l'influence d'un cocktail chimique qui, par définition, ne peut pas durer. Les études neuroscientifiques sont claires. Cette phase d'euphorie dure entre 6 mois et 3 ans, rarement plus. Et quand elle se dissipe, quand la chimie revient à la normale, que reste-t-il? Deux personnes qui se connaissent à peine, liées par des engagements pris sous influence, qui doivent maintenant construire quelque chose de durable avec rien d'autre que la réalité crue de qui elles sont vraiment. Et c'est là que tout s'effondre. Regarde ce qui manquait dès le début. Une structure, un système, des règles claires sur qui fait quoi, qui décide quoi, comment les conflits sont résolus, qui a le pouvoir final. Les couples modernes considèrent ces questions comme non romantiques. Ils pensent que l'amour résoudra naturellement ces problèmes. Mais l'amour ne résout rien. Il obscurcit. Il te fait croire que tu n'as pas besoin de structure parce que vous êtes tellement connectés que tout se fera naturellement. Mais quand la connexion émotionnelle diminue, et elle diminue toujours, il n'y a rien. Pas de cadre, pas de hiérarchie, pas de protocole. Juste deux égaux en collision constante, chacun pensant qu'il a raison, aucun mécanisme pour résoudre le désaccord. Alors ils se battent, encore et encore, pour les mêmes choses, des années durant, jusqu'à ce que l'un abandonne ou que les deux se résignent à une existence de compromis mutuel qui ne satisfait personne. Parlons de l'égalitarisme relationnel, cette idée moderne que les deux partenaires doivent être parfaitement égaux. Même pouvoir, même droit, même responsabilité, tout doit être négocié, tout doit être partagé équitablement. C'est une belle théorie, mais en pratique, c'est un désastre, parce que deux capitaines sur un navire garantissent le naufrage. Dans toute organisation fonctionnelle, il y a une hiérarchie claire. Une personne a le dernier mot. Pas sur tout, mais sur les décisions importantes. Cette personne porte la responsabilité finale, et en échange de cette responsabilité, elle a l'autorité. C'est ainsi que fonctionnent les entreprises, les armées, les gouvernements, toutes les structures durables. Mais le couple moderne refuse cette logique. Il insiste pour que tout soit démocratique. Alors chaque décision devient une négociation épuisante. Où déménager? Combien d'enfants avoir? Comment les élever? Comment dépenser l'argent? Tout est matière à débat infini. Et quand personne n'a l'autorité finale, rien n'est jamais vraiment décidé. Vous vivez dans un état de négociation permanente qui épuise les deux parties. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles les couples modernes sont si fatigués. Pas physiquement, émotionnellement. Fatigués de devoir justifier, argumenter, négocier chaque aspect de leur vie commune. Regarde ce qui se passe dans un couple sans hiérarchie claire quand survient une vraie crise. Une maladie grave, une perte d'emploi, un problème avec un enfant, une décision financière majeure. Qui décide? Dans un couple traditionnel, la réponse était claire, l'homme décidait. Tu peux trouver ça archaïque, injuste, patriarcal, mais c'était clair. Et la clarté, même imparfaite, est supérieure à l'ambiguïté. Dans le couple moderne, personne ne décide. Ou pire, les deux essaient de décider, ce qui mène à un conflit au moment précis où vous avez le moins besoin de conflit. J'ai vu des couples se déchirer sur des décisions médicales urgentes parce qu'aucun des deux n'acceptait l'autorité de l'autre. J'ai vu des familles détruites financièrement parce que mari et femme ne pouvaient pas s'accorder sur une stratégie et ont fini par ne rien faire, paralysés par le désaccord. L'égalitarisme semble vertueux en théorie. En pratique, c'est une paralysie institutionnalisée.
Parlons de l'expectative romantique, ce que les couples modernes attendent l'un de l'autre. Ils attendent que leur partenaire les rende heureux, qu'ils comblent leurs besoins émotionnels, qu'ils soient leur meilleur ami, leur amant passionné, leur thérapeute émotionnel, leur partenaire d'aventure, leur soutien financier, leur coparent parfait. Toutes ces fonctions concentrées dans une seule personne. C'est une attente impossible. Historiquement, ces besoins étaient répartis. La communauté, la famille étendue, les amis proches, l'église, le travail, tous jouaient un rôle dans le soutien émotionnel et social d'une personne. Le conjoint n'était qu'une partie du réseau. Mais la modernité a atomisé les individus. Elle a détruit les communautés. Et maintenant, ton partenaire est censé être tout. Ton univers entier. Cette pression est insoutenable. Aucun être humain ne peut satisfaire tous les besoins émotionnels d'un autre. Alors tu es déçu, constamment. Parce qu'il ne peut pas être tout ce que tu attends. Et cette déception chronique empoisonne lentement la relation. Tu commences à lui reprocher ses manquements. Il ne t'écoute pas assez. Il n'est pas assez aventureux. Il ne te comprend pas. Il ne te fait plus sentir spécial. Et tous ces reproches sont fondamentalement injustes parce qu'ils sont basés sur une attente irréaliste que personne ne t'a jamais dit de remettre en question. Regarde ce qui arrive quand les deux partenaires arrivent dans la relation avec des blessures non résolues, des traumas d'enfance, des insécurités profondes, des schémas dysfonctionnels hérités de leurs parents. Dans un couple traditionnel, ces blessures étaient moins problématiques, parce que la relation n'était pas censée être principalement émotionnelle, elle était fonctionnelle. Vous vous mariez pour des raisons pratiques, survie économique, reproduction, statut social. Si vous vous entendiez bien émotionnellement, c'était un bonus, mais ce n'était pas l'objectif principal. Aujourd'hui, c'est inversé. La relation est presque exclusivement émotionnelle. Alors vos blessures deviennent le centre. Vous attendez que l'autre les guérisse. Vous projetez vos peurs sur lui. Vous répétez vos schémas dysfonctionnels. Et lui fait exactement la même chose. Deux personnes blessées qui essaient de se guérir mutuellement. C'est comme deux aveugles essayant de se guider. Vous ne pouvez qu'échouer. Et quand vous échouez, vous le blâmez. Parce que la modernité vous a appris que si la relation ne fonctionne pas, c'est qu'il n'est pas la bonne personne. Alors vous partez, vous trouvez quelqu'un d'autre, et vous répétez exactement le même schéma, parce que le problème n'était jamais lui. Le problème, c'est que vous attendez d'une relation romantique quelque chose qu'elle ne peut pas donner, la guérison psychologique. Parlons de la communication, ce mot magique que les thérapeutes de couple adorent. Ils te disent que si tu communiques mieux, tout ira bien, que tu dois exprimer tes sentiments, que tu dois être vulnérable, que tu dois partager tes besoins, et des millions de couples suivent ce conseil. Ils communiquent constamment. Ils ont des conversations profondes sur leurs sentiments. Ils organisent des réunions de couple pour discuter de l'état de la relation. Ils verbalisent chaque émotion, chaque besoin, chaque insécurité. Et qu'est-ce que ça accomplit? Rien. Absolument rien. Ou pire, ça aggrave les choses. Parce que plus vous parlez de la relation, plus vous l'analysez, plus vous devenez conscient de ses défauts. La surcommunication crée de la surconscience. Et la surconscience détruit la spontanéité et le mystère qui sont essentiels au désir. De plus, la communication excessive révèle souvent des choses qu'il aurait mieux valu garder privées. Chaque fois que tu exprimes une insécurité, tu plantes un doute dans son esprit. Chaque fois que tu verbalises une peur, tu la rends plus réelle. Certaines choses sont mieux gérées silencieusement, à l'intérieur, sans faire participer l'autre à chaque fluctuation de ton état émotionnel. Mais la modernité rejette cette idée. Elle dit que tout doit être partagé, que la transparence totale est vertueuse. C'est faux. Une certaine opacité, c'était nécessaire, un certain mystère, un certain espace psychologique où l'autre ne pénètre pas. Sans cela, vous devenez transparent, l'un pour l'autre, prévisible, ennuyeux. Regarde le rôle que joue la technologie dans l'échec des couples modernes. Les réseaux sociaux, les applications de rencontres, la pornographie accessible instantanément, l'attention constante d'étrangers qui valident ton apparence. Tout cela crée une situation impossible. Ton partenaire est maintenant en compétition, non pas avec les quelques personnes de ton village ou de ton quartier, mais avec des millions d'alternatives accessibles en quelques clics. Cette abondance d'options détruit l'engagement, parce que l'engagement nécessite la rareté. Quand tu sais qu'il y a des millions d'autres possibilités, tu deviens moins tolérant aux imperfections de ton partenaire actuel. Chaque dispute te fait penser que peut-être tu pourrais trouver mieux ailleurs. Chaque période de routine te fait fantasmer sur l'excitation d'une nouvelle rencontre. La technologie a rendu le remplacement si facile que la persévérance semble idiote. Pourquoi travailler sur une relation difficile quand tu peux simplement ouvrir une application et avoir 100 nouvelles options ce soir? Cette mentalité consumériste appliquée aux relations humaines garantit l'échec, parce que toute relation, absolument toute relation, traverse des périodes difficiles, des périodes où tu n'es pas attiré, des périodes où tu t'ennuies, des périodes où tu te demandes si tu as fait le bon choix. Dans le passé, tu n'avais pas le choix que de persévérer. Alors tu persévérais. Et souvent, la relation se réparait d'elle-même. Mais aujourd'hui, tu as le choix. Alors tu pars. Et tu recommences. Encore et encore. Une série de relations qui durent 2 ans,
3 ans, jamais assez longtemps pour construire quelque chose de profond, juste assez longtemps pour épuiser la phase chimique initiale avant de fuir vers la prochaine dose. Parlons de l'autonomie excessive. Les couples modernes sont obsédés par l'idée de maintenir leur individualité, ne jamais perdre qui ils sont, poursuivre leurs propres passions, avoir leurs propres amis, leur propre carrière, leur propre vie. Le partenaire n'est qu'une partie de leur existence, pas le centre. Cette approche semble saine, équilibrée, mature. Mais elle crée un problème fondamental. Si chacun maintient une vie largement séparée, qu'est-ce qui vous lie vraiment? Vous êtes deux personnes parallèles qui se croisent occasionnellement pour le sexe et la compagnie. Mais vous ne construisez rien ensemble. Vous n'avez pas de projet commun, pas de mission partagée, pas d'objectif qui nécessite votre collaboration. Vous êtes des colocataires sophistiqués. Et cette configuration ne crée pas de lien profond. Elle crée de la cohabitation confortable, ce qui est très différent. Un couple durable nécessite l'interdépendance, pas l'indépendance. Vous devez avoir besoin l'un de l'autre de manière concrète, pas juste émotionnellement, mais pratiquement, économiquement, socialement. Vos vies doivent être tellement entrelacées que les séparer serait extrêmement coûteux et compliqué. Cette interdépendance crée la stabilité, elle crée l'engagement réel, parce que partir devient difficile, alors vous êtes forcé de résoudre les problèmes au lieu de fuir. Mais la modernité rejette cette idée. Elle la qualifie de codépendance. Elle dit que vous devez pouvoir survivre seul, être complet sans l'autre. Cette philosophie garantit que vous resterez seul, émotionnellement sinon physiquement. Regarde ce qui manque dans presque tous les couples modernes, un but commun qui transcende la relation elle-même. Historiquement, les couples avaient des objectifs clairs. Construire une ferme, élever des enfants pour survivre économiquement, maintenir le statut familial, servir leur communauté ou leur foi. Ces objectifs donnaient un sens à leur union au-delà de leurs sentiments mutuels. Ils étaient une équipe avec une mission. Aujourd'hui, quel est l'objectif? Être heureux, se sentir accompli, profiter de la vie, ce sont des objectifs vagues, subjectifs, impossibles à mesurer. Et surtout, ils sont centrés sur soi. La relation devient un véhicule pour ton bonheur personnel, et quand elle cesse de te rendre heureux, elle perd sa raison d'être. Compare ça à un couple qui construit une entreprise ensemble, ou qui élève 5 enfants, ou qui poursuit une mission religieuse ou communautaire. Ils ont quelque chose de concret vers quoi travailler. Quelque chose qui nécessite leur collaboration, et quand ils traversent dans des périodes difficiles émotionnellement, ce qui arrive inévitablement, ils ne peuvent pas simplement partir, parce que le projet est plus grand qu'eux. Cette transcendance de soi est ce qui manque aux couples modernes. Ils sont trop petits, trop concentrés sur leurs sentiments mutuels, sans rien de plus grand pour les tenir ensemble. Parlons de ce qui arrive quand les enfants arrivent. Pour beaucoup de couples modernes, c'est le début de la fin, parce qu'ils n'étaient pas préparés au sacrifice que la parentalité demande, ils pensaient pouvoir intégrer les enfants dans leur vie sans changer fondamentalement qui ils sont, mais les enfants changent tout. Ils éliminent la spontanéité, ils craignent de la fatigue chronique, ils détruisent ta vie sexuelle, ils monopolisent ton temps et ton attention. Et soudainement, cette relation qui était centrée sur votre bonheur mutuel doit maintenant être centrée sur un petit tyran qui ne se soucie pas de vos besoins. Beaucoup de couples ne survivent pas à cette transition, parce qu'ils réalisent que leur partenaire n'est pas un bon coparent, ou ils réalisent qu'ils ne s'aiment pas vraiment, ils aimaient juste la liberté et le plaisir qu'ils partageaient, et maintenant que c'est parti, il ne reste rien. De plus, les enfants révèlent les incompatibilités que vous pouviez ignorer avant. Vos différentes philosophies d'éducation, vos différentes valeurs, vos différentes visions de l'avenir. Tout cela devient soudainement très concret et très important. Et souvent, vous découvrez que vous êtes fondamentalement en désaccord sur les choses qui comptent le plus. Mais maintenant, vous avez des enfants ensemble. Alors vous restez malheureux, ressenti, vivant pour les enfants en attendant qu'ils grandissent, pour pouvoir enfin partir. C'est le destin de millions de couples qui ont eu des enfants pour de mauvaises raisons ou au mauvais moment. Regarde comment les couples modernes gèrent les crises. Quand quelque chose de vraiment difficile arrive, une trahison, une addiction, une maladie grave, un échec financier. Dans un couple avec une structure solide, la crise est gérée selon le protocole établi. Les rôles sont clairs, les responsabilités sont définies. On sait qui fait quoi. Mais dans le couple moderne sans structure, la crise révèle le chaos sous-jacent. Personne ne sait qui est censé diriger. Alors vous vous disputez sur la manière de gérer la crise en même temps que vous essayez de la gérer. C'est une double charge qui est souvent trop lourde, alors le couple se brise. Non pas à cause de la crise elle-même, mais à cause de l'absence de structure pour la gérer. J'ai vu des couples survivre à des tragédies inimaginables parce qu'ils avaient une fondation solide, et j'ai vu des couples s'effondrer face à des problèmes relativement mineurs parce qu'ils n'avaient aucune structure. La différence n'était jamais la gravité du problème, c'était la solidité du système. Parlons de l'infidélité. Le couple moderne traite la trahison comme le péché ultime, l'offense impardonnable. Et souvent, c'est effectivement la fin. Mais pourquoi l'infidélité est-elle si commune? Parce que le couple moderne est construit sur une attente impossible. La monogamie émotionnelle et sexuelle totale, pour toujours, basée uniquement sur les sentiments.
Mais les sentiments changent, l'attraction diminue, l'ennui s'installe. Et la biologie humaine n'est pas conçue pour la monogamie éternelle basée sur l'amour romantique. Elle est conçue pour la variété ou pour des liens pragmatiques renforcés par la structure sociale. Quand tu retires la structure sociale, la religion, la stigmatisation sociale du divorce, la dépendance économique, et que tu bases tout sur les sentiments, l'infidélité devient presque inévitable, parce que les sentiments pour une autre personne vont surgir. C'est biologique. Et maintenant, tu dois résister à ces sentiments uniquement par volonté. Uniquement par engagement. Mais l'engagement moderne est faible, parce qu'il est basé sur le bonheur. Tu es engagé tant que tu es heureux. Alors quand une nouvelle personne apparaît et crée ce cocktail chimique que tu as oublié existait, tu es tenté, et souvent tu cèdes, non pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que la structure de ton engagement était trop faible pour résister à la tentation. Regarde ce qui arrive dans les dernières années d'un couple qui échoue. Ils sont encore ensemble physiquement, mais émotionnellement, ils sont déjà partis. Ils se parlent à peine, et quand ils le font, c'est fonctionnel, logistique, qui prend les enfants, qu'est-ce qu'on mange. Aucune vraie conversation, aucune intimité. Ils dorment dans le même lit mais ne se touchent du plus. Le sexe est devenu si rare qu'ils ne se souviennent même plus quand c'était la dernière fois. Ils ont des vies parallèles qui se croisent uniquement par nécessité. Et les deux le savent. Les deux ressentent la mort de la relation. Mais personne ne part. Pourquoi? Par peur, par habitude, par inertie. Parce que partir signifie admettre l'échec, signifie faire face à la solitude, signifie recommencer. Et c'est plus facile de rester dans une relation morte que de faire face à l'inconnu. Alors ils restent, année après année, devenant de plus en plus amers, de plus en plus résignés jusqu'à ce que l'un meure ou que l'un trouve enfin le courage de partir. C'est le destin de la majorité des couples modernes qui dure, non pas le bonheur, mais la résignation. Les couples modernes échouent tous parce qu'ils sont construits sur du sable, des sentiments, des attentes irréalistes, l'absence de structure, l'absence de hiérarchie, l'absence de but commun, l'illusion que l'égalité totale est possible et désirable, la croyance que la communication résout tout, l'attente que ton partenaire soit tout pour toi, la destruction des communautés qui soutenaient historiquement les couples, la technologie qui offre des alternatives infinies, l'autonomie excessive qui empêche l'interdépendance. Tout cela garantit l'échec, non pas dans tous les cas, il y a des exceptions. Mais pour la grande majorité, c'est inévitable. Et au lieu de remettre en question le modèle lui-même, la société blâme les individus. Tu n'as pas trouvé la bonne personne, tu n'as pas assez travaillé sur la relation, tu n'as pas communiqué assez. Mais le problème n'est pas l'exécution, le problème est le design. Le modèle relationnel moderne est fondamentalement défectueux. Et continuer à l'appliquer en espérant des résultats différents est la définition de la folie.